Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Thibaut et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre comment l'intelligence artificielle et l'automatisation redéfinissent la découverte et la production de matériaux critiques et quelles peuvent être les implications à la fois pour la transition écologique et la souveraineté industrielle. Toi, tu as un parcours qui mêle à la fois IA et entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet spécifiquement des matériaux critiques et peut-être à quel moment tu as eu l'intuition ou le sentiment que l'IA pouvait, je sais pas si c'est révolutionner, mais en tout cas avoir un impact significatif dans ce domaine? Ouais, bonjour Clément. Donc c'est ma deuxième boîte. Donc j'ai monté une première entreprise qui était une boîte de software en 2016 que j'ai revendue en 2021 et j'ai quitté la boîte qui nous a racheté en 2023. Donc la première a plutôt bien marché mais j'ai pas un profil hyper technique. Enfin, j'ai fait une école de commerce. Donc moi je savais que je voulais relancer une entreprise. Donc ça, c'était fin 2023. Mais cette fois, j'avais envie de travailler sur un problème, un très gros problème, un sujet de fond, qui était un peu category defining. Et donc, j'ai rencontré mon associé, Jonathan, qui est mon CTO, donc directeur technique. Lui, il a fait sa scolarité à Cambridge et son doctorat, ça portait sur l'IA appliquée à la science des matériaux. En fait, il est docteur en sciences des matériaux et plus spécifiquement, il a fait son postdoc et son doctorat sur comment tu utilises des modèles d'intelligence artificielle pour accélérer ce qu'on appelle la synthèse, donc en fait la fabrication de matériaux. Donc en fait, en discutant avec lui, il y avait déjà, déjà la guerre en Ukraine, c'était fin 2023, donc il y avait déjà tout un tas de discussions géopolitiques internationales en cours sur des sujets d'approvisionnement de matériaux. Et en fait, en termes de timing, fin novembre 2023, il y a Google DeepMind qui est en fait une entité de Google qui publie tout un tas de modèles d'IA très poussés. Donc, DeepMind a publié en fait un modèle qui prédit tout un tas de structures cristallographiques. Donc, en fait, on va dire c'est la forme géométrique de matériaux. Donc, ils ont prédit des centaines de milliers de matériaux stables. Donc, en fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un matériau? En fait, c'est plusieurs éléments qui sont imbriqués d'une certaine manière. Et un des sujets que tu te demandes quand tu essaies de prédire ce qui pourrait exister, c'est est-ce que c'est stable? Est-ce que si tu le fabriques dans la vraie vie, ton matériau il va s'effondrer sur lui-même ou est-ce qu'il va pouvoir tenir et du coup avoir des propriétés intéressantes? Et historiquement, dans les 50 dernières années, il y avait très très peu de matériaux qui étaient prédits comme stables. Et donc en fait, la R&D dans ce domaine avançait hyper lentement parce que c'était un peu à tâtons, c'était vraiment expérimental. Chaque scientifique avançait avec sa propre connaissance de ses propres matériaux et apportait sa petite pierre à l'édifice. Et en fait, ce que DeepMind, donc Google et ensuite Microsoft ont fait, c'est qu'ils ont publié des modèles hyper puissants qui ont permis de prédire plus de matériaux sur les 18 derniers mois que sur les 50 dernières années. Et donc, en fait, ce timing a rendu possible le fait de travailler sur ce sujet qui est la science des matériaux. Parce qu'en fait, il y a eu un grand changement de paradigme. C'est que jusqu'à il y a 18 mois, grosso modo, le plus gros problème à résoudre en sciences des matériaux, c'était qu'est-ce qui peut exister? Et nous, notre conviction, c'est que depuis que ces modèles-là sont sortis, et ils continuent régulièrement de publier des prédictions, le plus gros problème, c'est devenu comment est-ce qu'on les fabrique. Donc, c'est de trouver la recette. Et donc, nous, on se concentre là-dessus, et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur cette problématique. Et peut-être justement pour continuer là-dessus, mais alors, en tout cas dans la presse, mais on parle beaucoup d'IA, d'énergie, de biotechnologie comme des technologies clés du 21e siècle. Vous avez décidé, dans le contexte que tu décris, à la fois avec les avancées là, de Google DeepMind, Microsoft et la guerre en Ukraine, de vous intéresser aux matériaux critiques. Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est un enjeu aussi stratégique que l'IA, l'énergie, les biotechnologies? Et est-ce que tu peux aussi peut-être définir ce que sont des matériaux critiques, puisque tu as parlé de matériaux, mais peut-être plus précisément ce que sont les matériaux critiques et quel est leur rôle peut-être dans la chaîne de valeur technologique, en fait, pourquoi ils sont si importants pour les développements du numérique et de l'IA en particulier?
Ouais, bah en fait, enfin, matériaux critiques, tout simplement, ce sont des matériaux dont on a besoin pour certaines technologies et pour lesquels il n'y a pas de substitut, il n'y a pas d'alternative, en tout cas pas d'alternative satisfaisante connue. Et, et donc, ces matériaux, ils sont critiques parce qu'ils sont nécessaires et ils sont critiques aussi parce que en termes d'approvisionnement, souvent, il y a une concentration des chaînes d'approvisionnement dans certains pays, ce qui entraîne en fait tout un tas de problèmes, que ce soit des problèmes de volatilité des prix, des problèmes d'exposition des risques géopolitiques. Si, alors, on parle souvent de la Chine parce qu'en fait, la Chine, juste structurellement et mathématiquement, domine tout un tas d'éléments du tableau périodique en termes d'extraction et de raffinage. Et donc, si demain la Chine décide pour des raisons géopolitiques, je sais pas, de réponse à des contraintes, par exemple américaines ou européennes sur certaines exportations chinoises, la Chine peut répliquer en disant, bah, on va arrêter d'exporter ou alors on va rajouter des droits de douane sur certains matériaux. Bah, ça impacte en fait toutes les industries qui sont dépendantes de ces matériaux-là. Et alors pourquoi moi, je pense que c'est important, c'est parce qu'en fait, les matériaux, fondamentalement, les propriétés des matériaux, c'est à la base de quasiment toutes nos technologies. Donc en fait, tu vois, tu te dis par rapport à l'IA, par rapport à l'énergie, aux biotechnologies qui sont identifiées par le grand public comme des technologies clés du 21e siècle, à juste titre. En fait, les biotechnologies, l'énergie, l'IA, en fait, les gens comprennent intuitivement pourquoi c'est stratégique, parce que en fait, tout le monde y est confronté dans sa vie de tous les jours. Tout le monde prend des médicaments, tout le monde consomme de l'énergie, tout le monde connaît le prix de l'énergie. On voit, on parlait de la guerre en Ukraine, on voit comment, par exemple, une guerre aux portes de l'Europe, ça a des impacts géopolitiques sur justement le prix de l'énergie, etc. Mais pour les matériaux, c'est un peu plus invisible en fait du grand public, alors que c'est partout. Tu vois, sans cuivre, sans lithium, sans cobalt, sans terres rares, il y a quasiment aucune des technologies qu'on utilise au quotidien qui existerait. Donc ça impacte tout en fait, ça impacte les télécommunications, ça impacte la production d'énergie, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Ça impacte les transports, les voitures électriques, les trains, ça impacte l'électronique, ça impacte les équipements médicaux. En fait, dans toutes ces applications, mais qui sont vraiment partout, on a besoin de, par exemple, d'aimants permanents. On a besoin de matériaux qui ont des propriétés électriques spécifiques, qui ont une certaine résistance à la chaleur, qui ont une certaine résistance au froid. Et sans ces propriétés-là, en fait, les outils, les machines ne fonctionnent pas comme prévu, quoi. Et donc, on a des tels besoins sur de tels pans de l'industrie partout que dans les 20 prochaines années, on a besoin d'extraire plus de matériaux critiques que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc en fait, c'est des enjeux qui sont colossaux. Et pour le grand public, alors on commence à lire des choses dans les journaux, etc. Mais globalement, ça reste beaucoup moins visible que du développement de médicaments, par exemple. Mais en réalité, ce sont des enjeux colossaux. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, notamment en Occident et en Europe en particulier, on ne produit rien. En fait, on est totalement dépendant d'approvisionnement de pays tierces. Et donc, ça commence à faire beaucoup de vagues. Et puis, alors, tu parlais un petit peu tout à l'heure d'écologie et alors désolé pour l'anglicisme, mais de sustainability au sens large. Et en fait, si on veut, il y a plusieurs chiffres qui montrent que si on veut arriver à des objectifs, soit de l'accord de Paris, soit même des objectifs de net zéro, en fait, on a besoin de doubler, tripler, quadrupler les usages, les extractions et le raffinage de ces matériaux-là. Et d'ailleurs, l'extraction et le raffinage de ces matériaux critiques, souvent, sont eux-mêmes des catastrophes écologiques. Donc voilà, donc en fait, il y a tout un tas tout est un peu lié, hein, comme souvent sur les chaînes d'approvisionnement, mais c'est vraiment à la base de tout, on est vraiment sur le bas de la pyramide. Et donc, si on n'arrive pas à être autonome et à être avoir des technologies autour de ces enjeux-là, tout le reste de la pyramide, en fait, est cassé, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis juste sur le fait que c'était moins visible du grand public. Là, je crois que c'est Guillaume Pitron, le journaliste là, qui a parlé enquêté sur ces sujets-là et qui disait que la transition écologique, en fait, était une transition basée sur les métaux, globalement. On passait d'une économie carbonée à une économie, alors, je sais pas si je le dis bien, mais métallique, quoi, globalement.
et que c'était encore plus dépendant de certains acteurs. Et donc, il y a un vrai enjeu de souveraineté. C'est quoi, toi, peut-être les 2, 3 plus grosses vulnérabilités que tu identifies, à la fois peut-être en termes de matériaux, tu vois, c'est quoi les matériaux les plus critiques et sur lesquels on est les plus dépendants, ou peut-être dans la chaîne de valeur, est-ce que c'est plutôt au niveau de l'extraction, plutôt au niveau du raffinage, du transport? Alors, Ouais, c'est un peu tout ça en fait, hein. Et d'ailleurs, juste dans l'actualité récente, il y a, enfin en fait, bon, pour les gens qui suivent, quasiment toutes les semaines, il y a des annonces de la Chine restreint l'export de tel ou tel matériau critique et ils le font compte-gouttes, donc c'est utilisé dans telle ou telle industrie, c'est-à-dire que tout s'arrête pas, ils coupent pas complètement le robinet, mais ils le ferment suffisamment pour que les prix triplent, quadruplent, quintuplent du jour au lendemain sur certains matériaux dont on n'a pas le choix, ce qui fait que du coup, bah, d'autres économies font des réserves, des stocks. Enfin bref, c'est tout un bazar. Enfin, alors tu parlais tout à l'heure des journalistes qui disaient qu'on passait dans une économie qui était basée sur les métaux, souvent avec une sorte de parallèle avec le pétrole, mais c'est un petit peu la même chose en fait. D'un côté, il y a l'OPEP qui va essayer de stabiliser le prix du baril et gérer la demande et enfin l'offre surtout en fait, en fonction de la demande pour s'assurer que le prix s'effondre pas trop. Mais du coup, s'il y a des pays qui font des stocks comme des malades, bah en fait, ça casse un petit peu cette logique-là. Sauf que pour les métaux critiques, il n'y a pas il y a pas l'OPEP. Donc en fait, c'est les pays exportateurs qui définissent la politique de l'offre, et donc enfin, ça a plein d'implications. Et même, enfin, récemment, pour ceux qui s'y sont intéressés, quand Donald Trump parle à Zelensky sur comment est-ce que une fois que la guerre, ou si la guerre se termine avec la Russie, comment est-ce que les relations avec les États-Unis va se développer. D'un point de vue un peu transactionnel, le sujet dont il parle, c'est utilisation, extraction des ressources de métaux critiques en Ukraine. Enfin, c'est vraiment central, quoi, d'un point de vue géopolitique. Les plus grosses vulnérabilités, il y en a une qui est vraiment, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est que la Chine contrôle les 2 tiers de l'extraction des matériaux critiques, en gros mondial. Ça veut pas dire qu'il y a aucune ressource ailleurs. Il y en a beaucoup en Australie, au Groenland, il y en a beaucoup au Canada, ou même aux États-Unis, etc. Peu en Europe, globalement. Mais en fait, au-delà d'avoir des mines, est-ce qu'on est capable de les exploiter? Globalement, les populations sont contre parce que ça crée beaucoup de problèmes, hein, d'exploiter une mine, de pollution, de bruit. Enfin, c'est pas juste dérangeant, c'est hyper contraignant, quoi, d'opérer une mine. Donc, est-ce qu'on peut les exploiter? Est-ce qu'il y a une acceptabilité de la population? Et puis, numéro 2, est-ce qu'on peut le faire de manière économiquement viable? Et ça aujourd'hui, globalement, enfin, il y a très peu de pays dans le monde qui peuvent le faire. Et quand bien même on voudrait le faire, on est dépendant de technologies qui aujourd'hui sont devenues des technologies chinoises. Il y a 30 ans, c'était des technologies occidentales. Historiquement, la France, c'était un des premiers acteurs à exploiter, à miner des terres rares. Ensuite, les États-Unis, et ensuite, on a tout exporté vers la Chine, qui aujourd'hui sont devenus aussi, d'un point de vue technologie, les leaders. Donc, on utilise des technologies chinoises, même si on veut extraire et raffiner ailleurs. Et donc, ouais, la Chine, c'est 2 tiers des mines, et c'est 95% des produits raffinés et des technologies de raffinage. Sur une gamme énorme. Enfin, si vous regardez le tableau périodique, aujourd'hui, c'est quasiment un quart des éléments sur lesquels on est dépendant de un ou deux pays. Donc voilà, donc ça c'est une vulnérabilité qui est énorme et qui est identifiée. Le cobalt, c'en est une qui est souvent citée aussi parce que, alors là, par exemple, le cobalt, ça vient souvent du Congo, et on sait qu'il y a tout un tas de problèmes autour du travail des enfants qui vont travailler dans des mines, donc il y a des sujets réputationnels. Donc en fait, les vulnérabilités, c'est à la fois de la concentration de supply chain, de chaîne d'approvisionnement du coup, de volatilité des prix, mais c'est aussi des sujets réputationnels, c'est-à-dire, bah, moi aujourd'hui, je suis un industriel, est-ce que j'utilise du cobalt, ce qui est absolument nécessaire dans tout un tas d'industries? Il y a de très grandes chances que je l'achète du coup au Congo. Est-ce que je suis prêt à payer 2-3 fois le prix pour avoir la certitude que ça a été miné entre guillemets de manière équitable ou en tout cas décente? Ou est-ce que bah en fait je ferme un petit peu les yeux sur la traçabilité, et du coup avec le risque que un jour bah, j'ai une investigation qui montre qu'il y a du travail des enfants derrière. Enfin voilà, donc ça c'est des enjeux qui sont quand même hyper clés.
Donc voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, il y a 34 minéraux critiques. Aujourd'hui, on n'a pas de substitut. Donc en fait, on est obligé de faire avec l'état actuel du monde et avec les conséquences que ça a. Et par rapport à ça, justement, si on s'intéresse un petit peu plus à ce que vous faites, enfin, et là on voit à quel point l'Europe, encore plus que d'autres régions comme les États-Unis, est hyper indépendante. En fait, en France, on a fermé toutes les mines, même s'il y a des projets de réouverture, on se rend bien compte qu'on est complètement dépendant. Est-ce que tu penses que des technologies comme celles que vous développez, des approches où justement c'est l'IA pour découvrir et c'est produire plus rapidement des matériaux, est-ce que tu penses que, alors sans parler de souveraineté totale, mais ça peut permettre de retrouver un peu des marges de manœuvre en termes d'approvisionnement? Ouais, enfin, en fait, ça permet parce que, enfin, des technos comme ce que nous on développe chez Altrove et comme ceux sur quoi d'autres, enfin, on n'est pas les seuls, hein, mais sur notre créneau, on est quand même pas très nombreux. En fait, ce que permettent d'espérer les technologies qui sont sorties très récemment et si on les applique de la bonne manière, c'est de dire comment on peut créer des substituts, donc des matériaux qui ont des propriétés proches, semblables, voire plus intéressantes que ceux qu'on aimerait remplacer, avec ce qu'on a à notre disposition. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer ça à nos partenaires et à nos clients. Parce que, en fait, on vient d'un monde, et donc on a été habitué à un monde comment dire, en anglais, on dit de scarcity, quoi, il y a trop, enfin, de trop peu, en fait. On a trop peu de possibilités, on a trop peu d'alternatives euh, qu'on peut utiliser pour remplacer ces technologies. Donc demain, je sais pas si on a envie de se passer de lithium, bah en fait, on n'a pas 50 possibilités. Si on a envie de se passer de cobalt pour faire des batteries de voitures électriques, par exemple, Tesla a fait ce choix, ils ont pu le faire parce qu'ils sont hyper intégrés verticalement comparé à d'autres acteurs automobiles historiques. Ils ont dit, bah en fait, on n'a pas envie d'être dépendant de cobalt, donc on va faire des batteries qui en ont pas ou qui en ont moins. C'est possible techniquement. Par contre, ça a des implications qui sont, on va avoir des batteries qui sont plus lourdes, donc on va perdre en autonomie. Donc on va avoir des voitures plus lourdes, donc qui vont perdre en autonomie, qui vont peut-être être plus chères. Donc en fait, ça a des implications concrètes. Aujourd'hui, en gros, pour regagner on va dire, en autonomie et en souveraineté, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première, c'est, enfin déjà, ce qui est important, c'est de dire, il faut mener plusieurs politiques en parallèle. On peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, il est évident que il faut sécuriser des approvisionnements avec ces matériaux-là critiques. Il faut signer des accords et il faut s'assurer auprès des pays qui sont fournisseurs qu'ils vont continuer de nous fournir. Bon, ça, c'est une chose. Malheureusement, ça suffit pas. Il faut travailler sur le recyclage. Le recyclage, c'est une bonne idée. En fait, on peut réutiliser. Alors, c'est difficile parce que c'est pas évident et ça demande déjà des technologies d'être capable de recycler et de réutiliser certains de ces métaux et matériaux critiques dans les outils, les produits du quotidien qu'on utilise. Mais, enfin, c'est possible, c'est prometteur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça représente des quantités infimes par rapport aux besoins qu'on a. C'est-à-dire que le recyclage, c'est peut-être 1% des besoins, donc ça ne suffit pas. Il faut le développer, cette filière, qui est plus, on va dire, plus verte, mais ça suffit pas. Et donc, nous, ce qu'on promeut, c'est une troisième voie qu'il faut développer en parallèle, qui est une voie de substitution. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on est passé d'un monde où il n'y a pas assez d'options, un monde, et c'est à ça que sert l'IA, d'ailleurs, sur la partie prédiction, où on est dans un monde d'abondance, de surabondance. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, l'analogie, c'est... on veut construire une maison en Lego et on n'avait pas assez de pièces, donc on n'arrivait pas à trouver les pièces qu'il nous fallait. Et là, d'un seul coup, on se retrouve dans une chambre qui est jonchée, le sol est jonché de pièces de Lego et il faut trouver la bonne. Donc en fait, il y a un shift très important qui s'est opéré et donc en fait, dans cette abondance d'options, il y a notre conviction, et d'ailleurs on a des super résultats qui portent à croire qu'on a raison là-dessus, c'est que on va trouver des alternatives déjà, tout court, mais en plus, on va trouver des alternatives dont les ingrédients, dont les éléments vont être des éléments que nous, on produit en Europe, ou qu'on a en abondance, pas cher. Et donc, par exemple, de dire, j'en sais rien, au lieu d'avoir du lithium ou du cobalt ou des terres rares, on va pouvoir utiliser du fer, du nickel, parce que le nickel, on en produit en Nouvelle-Calédonie, par exemple,
on va pouvoir utiliser de l'aluminium, de la bauxite, des coproduits que les acteurs miniers vont pouvoir... Les acteurs miniers, en fait, ce qu'ils font, c'est que quand ils exploitent une mine, ils l'exploitent principalement pour 1, 2 ou 3 éléments qui les intéressent. Mais en fait, dans le process, ils ont tout un tas de coproduits. Et ces coproduits, ils cherchent à les valoriser. Et nous, on peut trouver des déchets pour les valoriser. Donc, ça reste de la science. Enfin, c'est-à-dire, on ne peut pas inventer quelque chose qui physiquement ne peut pas exister. Donc, on est quand même contraint par le champ des possibles. Mais en fait, ce champ des possibles est tellement infiniment plus vaste que ce qu'on pouvait prédire jusqu'à maintenant qu'il y a tout un tas de possibilités qui s'ouvrent. Et donc ça permet d'espérer et d'être assez optimiste sur les possibilités de souveraineté. Je voudrais bien que tu précises un peu sur votre approche, justement, parce que la promesse d'Altrop, c'est justement de découvrir des alternatives aux matériaux critiques. Tu en as parlé un petit peu. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, concrètement, comment ça fonctionne? Il y a de la prédiction, de la fabrication. Tu parlais de coproduits. Est-ce que c'est découvrir de nouveaux, enfin, t'as parlé de découvrir de nouveaux matériaux qui fonctionnent. Est-ce que c'est de la prédiction qui permet de créer de nouveaux matériaux? Enfin, j'aimerais bien que tu décrives un petit peu ça et peut-être en donnant 1 ou 2 exemples pour qu'on puisse vraiment comprendre si on part de un besoin jusqu'à la réalisation effective, de quoi on parle pour de vrai. Notre promesse, c'est effectivement de découvrir et de fabriquer des alternatives aux matériaux critiques. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. C'est que nous, notre boulot, ça va pas être simplement de faire de la recherche, mais c'est de la recherche appliquée et on a vocation à fabriquer physiquement les matériaux. C'est-à-dire qu'on veut pas s'arrêter à de la prédiction informatique, on veut fabriquer physiquement des matériaux qui ont les propriétés intéressantes. Donc on met on aligne nos intérêts avec les intérêts des industriels. On n'a aucun intérêt à vendre du vent puisqu'à la fin, on doit le fabriquer. Et donc, notre approche, en fait, elle est particulière à plusieurs aspects. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire pour fabriquer un nouveau matériau? Altrov ou pas Altrov? D'une manière générale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable, du coup, si on reprend l'analogie des Lego, il faut être capable de trouver quels candidats, quelles prédictions peuvent être les mieux appropriées pour un cas d'usage donné. Donc, des clients nous disent, bah tiens, moi aujourd'hui, j'utilise des aimants. Alors, je prends l'exemple d'un aimant parce que les aimants, c'est un gros sujet. Donc, les aimants permanents. Aujourd'hui, les aimants permanents, c'est des aimants qu'il y a partout, notamment les moteurs électriques, les voitures électriques, etc. C'est des aimants très puissants, comme ceux que vous mettez sur votre frigo, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants et qui se démagnétisent pas et qui sont capables d'opérer à des températures fortes sans se démagnétiser. Aujourd'hui, il y a des terres rares dedans. Du néodyme, du praséodyme, du samarium, etc. Du cobalt aussi. Donc, la première étape, c'est de dire, OK, bah, dans le champ des possibles, j'ai des millions de possibilités. Quels matériaux prédits pourraient se comporter dans la vraie vie à peu près de la même manière que ces matériaux avec des terres rares dedans? Donc ça, c'est du travail de simulation. C'est pas nouveau, en fait. En gros, en fonction de comment les atomes s'imbriquent dans des différents matériaux, il y a une théorie qui s'appelle la Density Functional Theory, DFT, qui en gros permet de faire tout un tas de simulations. Et selon l'orientation des atomes et comment ils s'imbriquent entre eux, on peut prédire les comportements électromagnétiques, notamment des matériaux. Et donc ça permet de prédire sur tout un tas de propriétés comment ils se comporteraient dans la vraie vie si ce matériau existait vraiment. Donc on va dire la première étape, c'est chercher les alternatives qui pourraient se comporter de manière adéquate par rapport au cas d'usage qui nous intéresse. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, OK, bah, une fois que on a trouvé des candidats qui sont plausibles, c'est-à-dire qui pourraient être stables si on les fabriquait, comment on trouve la recette? Et ça, donc tu vois, typiquement, Google DeepMind, Microsoft, Meta, enfin, tous ces très gros acteurs, eux, ils se positionnent sur, on va faire les prédictions. C'est-à-dire, on va faire tout un tas de calculs et on va dire, bah, voilà, il y a 1 million de matériaux potentiels. Mais ils te disent pas à quoi ils servent et ils disent pas comment on les fabrique. Donc nous, le premier truc, c'est on va aller chercher ceux qui nous intéressent pour le cas d'usage qui nous intéresse. Et ensuite, on va essayer de trouver la recette. Comment on les fabrique? Donc là, encore une fois, tu utilises de l'IA. C'est-à-dire que tu donnes à ton modèle d'IA, tu lui dis, bah, voilà la structure cristallographique. Donc en gros, le mapping de ton matériau. Génère-moi des recettes susceptibles de fabriquer ce matériau. Donc ça veut dire, donne-moi. Nous, par exemple, on travaille beaucoup avec de la pyrométallurgie, donc des fours, en gros, des gros fours. Ça veut dire, bah, dis-moi, de quels éléments
Donc, quels éléments dans ma recette, quoi, quels ingrédients j'ai besoin. Donc, est-ce que c'est du fer? Est-ce que c'est du carbone? Est-ce que c'est de l'oxygène? Est-ce que c'est machin? De quels éléments j'ai besoin? Dans quelle proportion? Dans quel ordre il faut que je les mette dans mes fours et à quelle température et à quel moment? Combien de temps il faut que je les y laisse? Quand est-ce que je les sors et à quelle vitesse il faut que ça refroidisse? Par exemple, enfin, notamment, ça fait partie des différentes variables à prendre en compte. Donc, tu as des modèles qui vont dire, bah voilà, si tu cherches à fabriquer tel matériau prédit, voilà, je te génère 100 recettes potentielles susceptibles de le fabriquer. Donc, tu entraînes des modèles sur la base de matériaux qui ont déjà été fabriqués dans le passé, tu lui apprends, tu l'entraînes sur des dizaines de milliers de recettes dont tu sais qu'elles fonctionnent, et tu lui dis, bah maintenant, d'après tout ce que tu as compris, essaye de répliquer ça sur un matériau qui n'a jamais été fabriqué. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, si tu veux, mais le problème, c'est que si tu veux faire un matériau qui existe dans la vraie vie et qui est utilisé industriellement, en fait, la prédiction, ça t'emmène que à 20-30% du chemin. En fait, en réalité, déjà, tu as 99% de chances que ta prédiction, elle soit pas 100% correcte, voire complètement fausse. Donc, il faut la tester. Et en plus, il faut itérer et fine-tuner. Ce qu'on appelle fine-tuner, c'est-à-dire modifier, en fait, tout un tas de petits paramètres qui, en fait, sont petits, mais changent du tout au tout les résultats de ton expérience. Donc, il faut faire des centaines d'itérations avant d'arriver à un matériau qui soit vraiment stabilisé et utilisable dans l'industrie. Donc, nous, une fois qu'on a généré ces recettes, on a construit un laboratoire pour les tester. Et en fait, ce laboratoire, sa particularité, c'est qu'on fait des tout petits échantillons. Donc, on fait quelques grammes du matériau en question, enfin, de la recette en question, on suit la recette, et sauf qu'on en fait des centaines et des centaines de variantes. En fait, on va tester les recettes, mais avec un tout petit truc qui change pour chaque échantillon. Et donc, notre laboratoire, il est automatisé, ce qui fait qu'on peut faire plusieurs centaines d'expériences par semaine, et analyser le résultat de cette recette, et voir, en gros, la question qu'on se pose, c'est, bah tiens, ce que j'ai fabriqué, à quel point est-ce que c'est proche ou éloigné de ce que je voulais, de ce que j'avais prédit à la base. Et donc, tu analyses ça automatiquement. Donc, nous, on a des algorithmes propriétaires qui vont analyser les résultats de ces échantillons. Et en gros, on va comprendre où est le delta entre ce qu'on cherche et ce qu'on trouve et envoyer un feedback à tes modèles, aux modèles qui ont généré la recette, en leur disant, bah tiens, revois ta copie, étant donné qu'on a tel delta, revois ta copie, donc modifie tes paramètres pour que la prochaine itération soit plus proche de ce que je cherchais au début. Et donc en gros, cette sorte de boucle itérative qui s'améliore à chaque tour, c'est ça la technologie qu'on a chez Altrove, et ça nous permet d'arriver beaucoup plus rapidement, 50-100 fois plus rapidement qu'une équipe d'experts, un résultat et un matériau physique dont on peut mesurer qu'il a les propriétés attendues. Et justement, j'avais entendu ça, je crois, dans une interview de toi, où tu disais que cette techno permettait, je crois que c'était 100 fois plus rapide que de la R&D classique. C'est justement ce que tu évoques là, cette boucle en utilisant des algorithmes qui permettent d'itérer beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, sans rentrer trop dans le détail, mais en fait, c'est que l'IA, c'est un terme générique, mais qui recouvre plein de types de technologies. Donc, l'IA, c'est autant les technos qui permettent de faire les prédictions que les algorithmes qui vont permettre de prédire les recettes, que les algorithmes qui vont ensuite analyser les résultats, les comparer par rapport à ce qu'ils cherchaient à faire au début, qui vont ensuite... Donc, en fait, l'IA, elle est utilisée à toutes les étapes sous des formes différentes. Et effectivement, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est... Alors je dis 50 à 100 fois parce qu'en fait c'est en fonction de ce qu'on appelle je suis désolé, il y a beaucoup d'anglicisme, mais dans notre milieu, nous on travaille en anglais et dans notre milieu tout est en anglais, c'est ce qu'on appelle le throughput. Donc en fait c'est le débit, on va dire, c'est-à-dire combien d'expériences tu peux faire par semaine. Donc qu'est-ce qui est important, c'est est-ce que tu es capable d'identifier les candidats qui sont pertinents? Est-ce que tu es capable de fabriquer un nouveau matériau tout court? Est-ce que tu es capable de t'améliorer à chaque itération? Et quel est ton débit? Quel est ton throughput? Parce qu'en fait, si tu es hyper bon sur tout, mais que tu as un débit de 3 expériences par semaine, en fait, tu vas quand même mettre des années avant d'arriver à ton matériau final. Et donc, nous, en automatisant le laboratoire, tu peux faire plusieurs centaines d'expériences par semaine, ce qui te permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc, quand je dis 50 à 100 fois plus vite, c'est parce qu'aujourd'hui, on a automatisé, on va dire, 80% du labo. Si on veut automatiser les 20% restants, il faut qu'on fasse des investissements qui sont très lourds. Aujourd'hui,
on n'a pas priorisé ça parce que on est déjà à une vitesse telle que on est capable de faire des découvertes. Mais demain, si on veut accélérer, bah, c'est ce qui nous permettra de combler ce gap, quoi. Et peut-être juste pour revenir sur cet aspect un peu technologie d'IA, vous utilisez c'est plusieurs technos. Il y a à la fois de l'IA prédictive, il y a des techniques d'apprentissage par renforcement justement pour améliorer les prédictions, des graph neural networks. Peut-être sans détailler ces technos, mais peut-être qu'est-ce que ça change la façon dont vous les utilisez, dont vous les avez mises ensemble par rapport à d'autres approches ou ce qui se faisait jusqu'à présent et qui vous permet justement d'être plus rapide dans cette sortie et cette analyse. La grosse différence, et d'ailleurs il y a pas mal de parallèles à faire dans la recherche médicale et dans ce que nous on fait, la grosse différence c'est que ces technos, elles permettent d'avoir une analyse beaucoup plus précise et flexible des matériaux qu'avant. Avant, les méthodes, c'était des méthodes qui étaient souvent plus simples et basées sur des modèles physiques classiques, et donc et qui étaient hyper basées sur c'était on va dire, c'était de la recherche un peu fondamentale, quoi. Et on faisait des essais, on attendait de voir les résultats, on était contraint par la vitesse d'opérer d'un humain, mais ça peut être un humain super intelligent, mais tu peux pas te dédoubler indéfiniment. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est que on peut accélérer les découvertes et optimiser les matériaux en simulant tout un tas de choses qu'avant on pouvait pas simuler, donc on était obligé de le faire. Donc en réalité, ce que ça permet de faire, donc, par exemple, notamment, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle prédictive? C'est une techno qui permet à un ordinateur de prévoir ce qui pourrait se passer dans l'avenir en analysant des grandes quantités de données passées. Donc, par exemple, si on veut prévoir comment un matériau va réagir sous certaines conditions, eh ben, l'IA prédictive, elle va utiliser des données historiques pour faire des prédictions. Et après, donc, tu parles d'autres types de techno. Donc, l'apprentissage par renforcement, c'est une méthode où en fait, l'IA, elle apprend en faisant des essais et en recevant des récompenses ou des punitions selon ses actions. Je mets entre guillemets, hein. Donc, c'est comme d'apprendre à jouer à un jeu, en fait. En fait, tu dis pas à l'IA, voilà les règles du jeu, tu lui dis, fais des tests. Et en fonction de ce que tu fais, tu vas être récompensé ou puni. Et à force de faire de toutes sortes de choses et de récompenser ou puni, elle va optimiser pour les récompenses et elle va comprendre les règles toute seule. Et plus l'IA fait de bonnes actions, plus elle est récompensée. Et donc, ça permet à l'IA de trouver la meilleure stratégie pour résoudre un problème, même s'il y a beaucoup d'options possibles. Et en ça, elle est infiniment plus efficace qu'un humain, où nous, on a des biais cognitifs assez forts et on a envie de reconnaître des patterns, des schémas, en fait, là où il n'y en a pas forcément. Et donc, du coup, une IA va pouvoir faire ça beaucoup plus efficacement. Et les graph neural networks, c'est encore un autre type de réseau neuronaux, mais en gros, l'idée, c'est que tu as une sorte de... C'est comme si tu avais un labyrinthe, tu veux arriver à un objectif, sauf que... Donc imagine, c'est comme sur les boîtes de céréales où on te dit trouve le chemin optimal pour arriver à la récompense. Bah là, en fait, en l'occurrence, c'est à l'envers parce que tu sais déjà où est la récompense. Tu pars de la fin. Et donc, bah, l'idée, c'est trouver les chemins les plus efficaces pour arriver à une récompense qui est préconnue. Voilà. Et peut-être juste une question, tu parlais des parallèles avec la médecine, la biologie, et tu parlais au début de l'échange du Google DeepMind qui avait publié des modèles sur lesquels vous étiez appuyé pour travailler. Et justement, un des modèles, donc AlphaFold, a reçu le prix Nobel co-reçu le prix Nobel de chimie pour justement l'étude des protéines et la capacité à prédire, alors je veux pas dire de bêtises, mais leur composition, et où il y a des vraies applications concrètes où c'est utilisé par des labos et autres. Et on voit plein de startups se lancer sur l'utilisation de l'IA en médecine, en biologie. Et donc, moi, j'imagine qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, des découvertes. Est-ce que tu vois une sorte on va dire, de percolation entre les domaines où des découvertes, des modèles utilisés qui seraient utilisés en biologie ou en médecine pourraient être utilisés dans votre domaine pour les matériaux et vice versa? Est-ce qu'il y a des collaborations ou c'est des choses qui restent quand même assez différentes? Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire et après il y a quelques différences fondamentales. Dans les parallèles, en gros, la recherche en matériaux, on suit tu parlais de AlphaFold, qui est un modèle donc, que DeepMind a sorti en 2021. C'est la même équipe qui a bossé sur AlphaFold et celle qui a bossé sur ce qu'on appelle le Genome, donc c'est le nom du modèle pour les matériaux inorganiques, donc pour les matériaux. Donc en fait, c'est la même équipe, c'est vraiment l'équivalent en termes d'impact sur le secteur. AlphaFold, ça a changé la manière dont aujourd'hui on fait de la recherche médicale, on recherche des protéines et on les développe.
Et donc, en fait, on suit une trajectoire assez similaire avec 3 ans de décalage, quoi. Donc, du coup, en ça, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles. Euh, un autre parallèle qui, pour moi, est important, c'est qu'en réalité, spontanément, quand AlphaFold est sorti ou quand le Genome, donc le modèle de DeepMind sur les matériaux est sorti, il y a pas mal de startups qui se sont lancées, spécialisées vraiment sur la partie prédictive purement informatique, quoi. Et en fait, on se rend compte, en tout cas en recherche médicale, il y a de quoi faire, hein. Enfin, je veux dire, il y a largement de quoi monter des boîtes, mais qu'en réalité, c'est très difficile d'arriver à pousser un médicament alors, même sans parler sur le marché, mais juste être dans des essais cliniques, quoi, dans le funnel des essais cliniques. Si on s'arrête à la phase purement informatique, on est obligé d'avoir une recherche expérimentale. Et donc, nous, en partant de ce constat-là, parce qu'on l'avait vu en recherche médicale, c'est pour ça que dès le début, on s'est dit, bah, on a envie d'avoir une approche dual IA, enfin informatique, et laboratoire expérimental. Parce qu'en fait, on savait que à un moment donné, tu es obligé de passer de la théorie à la pratique et qu'il y a tout un tas de paramètres que tu peux pas tout prévoir, tu peux pas simuler le monde entier dans des modèles, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc en ça, je pense qu'il y a pas mal de parallèles. Après, une différence fondamentale au-delà on va dire, du business model qui est différent parce en recherche médicale, en gros, c'est la prime au plus rapide, c'est-à-dire tu as un marché qui est les malades concernés par le traitement que tu es en train de développer. Si tu arrives à être le premier à développer un traitement pour ces malades, que ce soit un super traitement ou un traitement pas terrible, mais si c'est le premier, bah, en fait, tu as une sorte de marché qui est garanti. Donc la recherche médicale, c'est réputé pour coûter des milliards d'euros pour repousser un nouveau médicament sur le marché. Mais derrière, tu as des marchés quasiment captifs. Là où pour les matériaux, bah, en fait, il y a moins de contraintes réglementaires, logiquement, mais c'est des marchés souvent un peu plus petits ou plus éclatés. Donc ça, c'est une première différence. Et puis la deuxième différence qui est hyper importante d'un point de vue technique, c'est qu'en fait, en recherche médicale, il y a tout un tas de... En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données disponibles. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, des recherches cliniques, des essais cliniques, des données médicales, il y en a partout, dans des quantités astronomiques, et surtout, c'est hyper standardisé. Donc en fait, si tu te lances dans une startup de recherche médicale, bah, tu vas pouvoir entraîner tes modèles. Alors, pour peu que tu arrives à mettre la main sur des données, tu vas pouvoir entraîner tes modèles sur des très, très grosses quantités qui sont bien standardisées, bien organisées, bien propres, bien processées. Et donc, tu vas pouvoir entraîner tes modèles là-dessus. Sur la science des matériaux, c'est très différent. Il y a beaucoup moins de données. Et surtout, ces données, elles sont assez peu, et ça, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, elles sont assez peu standardisées. C'est-à-dire que personne prend ses notes de la même manière. Et donc, il y a tout un tas d'initiatives qui sont en cours au niveau, c'est-à-dire c'est des collaborations entre des labos académiques, des startups, des grands groupes, pour justement essayer d'harmoniser un petit peu les formats des fichiers pour que tout le monde puisse travailler sur des bases qui sont similaires plutôt que chacun avoir son propre système, ce qui est pas idéal pour collaborer. Et donc en ça, comme on va dire les données à traiter sont différentes, les volumes sont très différents et les formats sont très éclatés, en fait, les technos derrière sous-jacentes ne sont pas exactement les mêmes. Nous, on est dans encore une fois, un anglicisme, un low data world. On opère dans un monde où c'est des niveaux des volumes de données qui sont faibles. Donc, en fait, tu utilises des technos un peu différentes qui vont être capables d'itérer à partir de peu d'exemples prédits. Là où, en médecine, bah, en fait, comme tu as beaucoup plus t'as accès à beaucoup plus de données, bah, tu es capable d'avoir des modèles plus des LLM, enfin, qui ressemblent plus à des LLM comme, tu vois, OpenAI ou autres, mais appliqués à des sujets médicaux. J'aimerais bien revenir sur un point que tu as évoqué où tu disais que dans vos labos, aujourd'hui, vous avez 80% des tâches du process qui étaient automatisées. Et j'imagine que c'est une tendance générale dans les labos. Comment toi, justement, par rapport à ça, regarde cette automatisation croissante? T'imagines un petit peu l'évolution du métier de recherche, alors, dans votre domaine, dans le sens des matériaux, et si tu te projettes un peu, comment ça transforme un peu le métier de ingénieur, chercheur dans ce domaine, sachant qu'on va automatiser une grande partie des tâches. Donc, comment ça déplace peut-être des compétences, ça amène à repenser un peu la formation de ces personnes-là? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, en fait, c'est une tendance un peu de fond. Enfin, il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est que, en fait, l'automatisation, c'est pas du tout un truc, enfin, automatisation, c'est pas du tout un truc nouveau au sens large.
alors ça peut être 100% autonome ou ça peut être en gros assister des humains dans des tâches et être plus rapide, plus efficace, plus voilà. Et donc, enfin, tu vois, quelque part, optimiser des processus en mode Fordisme, c'est vieux comme l'industrie du XXe siècle, quoi. Simplement, quand tu fais des processus à très large échelle, en gros, ça a du sens d'investir dans l'automatisation. Si tu fabriques des voitures, c'est toujours la même voiture, au centimètre près, au millimètre près, tu vas toujours le faire de la même manière. Voilà, tu fais des chaînes de fabrication et t'automatises. Le problème, c'est que les laboratoires, c'est beaucoup plus compliqué parce que comme en fait, tu répètes pas à l'infini exactement la même chose. Donc, en fait, plus tu as des process qui sont versatiles, on va dire, avec différents types de tâches, plus c'est difficile d'automatiser parce que les robots, ils ont beau être très bons pour... En fait, les robots, ils sont très bons pour faire la même tâche, exactement la même tâche, sans s'arrêter. Dès qu'une tâche demande un tout petit peu d'esprit critique, un tout petit peu de jugeote, un tout petit peu de modification, genre un coup, il faut appliquer telle force pour saisir un crayon, un coup, il faut appliquer un petit peu plus de force. Là, c'est du verre, il faut faire attention, il faut pas trop fin, faut pas le lâcher. Ça va être un coup, tu vas avoir une différence de 0,3 mm sur tes contenants, ça change tout. Et donc, en fait, l'automatisation, ça coûte hyper cher dès que c'est sur mesure. Et nous, malheureusement, c'était forcément du sur mesure. Donc, en fait, disons que c'est un process qui va être long et qui, à mon avis, avant d'être démocratisé, donc aujourd'hui, ça coûte cher. Donc, nous, pour avoir notre labo, on a dû investir beaucoup d'argent pour construire ce labo, mais ça nous fait gagner, c'est un avantage concurrentiel énorme. Et tout à l'heure, on parlait des volumes de données. Comme on est dans un monde où il y a peu de données, en fait, le fait d'avoir la capacité de produire tes propres données de succès ou d'échec en laboratoire, c'est un énorme avantage concurrentiel qui, à notre sens, justifie l'investissement. Mais donc, ça étant dit, pour l'avenir, aujourd'hui, si tu travailles dans le monde des laboratoires, que tu es chercheur, laborantin ou autre, il y a toutes les chances pour que ton laboratoire soit pas automatisé. Et la démocratisation, elle arrivera le jour où tu arriveras à avoir des robots qui sont assez versatiles dans les tâches qu'ils sont capables d'effectuer, suffisamment intelligents pour s'adapter au contexte de l'expérience en cours. Et puis où les prix, en fait, aujourd'hui, un des problèmes, par exemple, c'est qu'il y a très peu de fournisseurs, puisqu'on est quasiment sur du sur-mesure. Donc, il y a peu de fournisseurs, donc le matériel coûte cher, ça casse. Quand ça casse, tu es obligé de passer par le même fournisseur pour le réparer, donc ça prend du temps. Tu es un peu captif, quoi. Donc ça, c'est un bloqueur que je vois aujourd'hui c'est sûr que ça va, il y a beaucoup de travail fait sur la robotisation, donc c'est sûr que c'est amené à s'améliorer, mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc, et c'est un énorme marché en soi, d'ailleurs. Ensuite, donc, ce que ça veut dire, en revanche, en termes de formation pour les chercheurs, le personnel de laboratoire et autres, c'est que, d'une manière générale, aujourd'hui, nous, dans les gens qu'on embauche, ce sont des gens qui sont capables d'être autant à l'aise sur des techniques de laboratoire que de sécurité, etc., que sur du code, sur des modèles de machine learning. Donc, c'est des gens qui ont, en fait, qui sont, comment dire, literate, quoi, qui sont capables de travailler aussi bien sur des processus physiques de laboratoire et travailler sur ordinateur et générer du code, revoir des résultats, bosser sur des modèles, etc. Donc ça, je pense que c'est la plus grosse tendance de fond, en fait, c'est la capacité à être bilingue, entre guillemets, sur du logiciel, autant que sur des méthodes traditionnelles de laboratoire. J'ai une question parce que tu as abordé le sujet tout à l'heure. Tu disais que vous aviez développé un modèle propriétaire. Le parallèle que je faisais, c'est on voit pas mal sur les LLM, l'IA générative ou l'open source qui se développe pas mal. On a eu Lara, on a DeepSeek, donc tous ces modèles qui sont open sourcés et on voit que ça permet d'une certaine façon une accélération quand même, une réduction du temps de développement des modèles. C'est quoi le parallèle que toi tu fais par rapport à votre domaine d'activité, puisque vous êtes dans un domaine stratégique? Tu disais que en fait vous avez un modèle propriétaire qui vous permet quand même d'avoir un avantage concurrentiel et vous êtes au début de l'aventure dans votre boîte, donc forcément c'est important de garder ça, surtout face à de gros acteurs potentiellement. Pour autant, on se dit l'open source ça peut aider peut-être à aller plus vite. Comment tu vois et dans l'avenir un peu cet équilibre ou pas d'ailleurs entre à la fois la protection de votre propriété intellectuelle, de votre avantage concurrentiel et la possibilité de collaborer, d'avoir une chance un peu plus ouverte, on va dire, pour peut-être dépasser des problématiques auxquelles vous n'arriveriez pas à répondre seul?
En fait, le sujet de l'open source, c'est un sujet qui se pose forcément parce que tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et que quand c'est un domaine sur lequel, grosso modo, quasiment tout reste à faire et qu'il y a tellement de, on va dire, de bénéfices potentiels, c'est un peu dommage. Enfin, même en tant qu'acteur privé, on va dire, en fait, on est sur un marché qui est potentiellement tellement énorme que on se tire presque une balle dans le pied en essayant de faire les choses uniquement dans notre coin et en espérant qu'il n'y ait aucun concurrent qui arrive. Parce qu'en fait, un concurrent qui arrive et qui débloque une partie de la techno qui bloquait tout le monde avant, ça ouvre aussi un champ de possibilités, ça augmente la taille du marché et ça augmente les opportunités pour tout le monde. Et en tant qu'État ou que entité étatique, enfin, tu vois, union ou autre, c'est sûr que tu as intérêt à faire émerger un écosystème. Et donc, à la fois, l'open source, ça paraît être... Et puis, d'ailleurs, accessoirement, quand tu travailles avec des développeurs, il y en a plein qui ont envie de faire de l'open source parce que c'est aussi culturel, quoi. Mais en même temps, tu es sur des sujets quand même de souveraineté, parfois, tu as des acteurs de la défense avec qui tu travailles, donc tu peux pas non plus tout open sourcer. Donc, la question principale, moi, je pense, c'est... Ça dépend de quoi on parle. En gros, à quel point c'est core dans ta technologie, à quel point tu es sur des sujets qui sont stratégiques et peut-être, on va dire... secret, voire secret défense. Et puis après, sur quoi tu peux contribuer en open source. Donc nous, par exemple, contribuer à des sujets d'open source sur, tu vois, tout à l'heure, on parlait de le fait que les données, elles sont un peu déstructurées, chacun a un peu fait un peu les choses à sa sauce. Nous, on bosse, par exemple, sur des sujets de standardisation de format de données, parce qu'aujourd'hui, c'est le bazar, et donc on essaye d'harmoniser et de pousser des standards pour que tout le monde utilise des bases similaires, pour qu'on puisse comparer nos résultats, pour qu'on puisse benchmarker, parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est qu'aujourd'hui, si tout est clos, si tout est fermé, tu as un acteur qui dit, bah moi, imagine si on refait le parallèle avec LLM, tu parlais de Llama par exemple, ou DeepSeek. Si tout était fermé, en fait, il n'y a pas de benchmark. Donc n'importe quel acteur peut dire, bah moi je suis le meilleur. En fait, à moins d'avoir des gens qui vont tester et proposer un benchmark et tester tous les modèles pour les comparer, en fait, c'est vraiment une black box. Donc le fait d'avoir certains trucs open source, ça permet aussi de benchmarker et de savoir comment tu te compares par rapport à tes concurrents, sur quoi tu dois t'améliorer sur tes modèles, quel est l'état de l'art, parce qu'en fait, comme on est quand même à la frontière et qu'on bosse que sur des technologies qui sont à l'état de l'art, et si les gens communiquent pas sur ce qu'ils ont fait, bah, tu peux passer beaucoup de temps à réinventer la roue. Donc voilà, donc en fait, je suis désolé, j'ai pas une réponse toute faite, mais c'est la question, c'est de savoir sur quelle partie tu peux contribuer, apporter de la valeur à la communauté en général, tout en t'en apportant à toi-même, gagner de la notoriété, parce que bosser sur l'open source, c'est pas être non plus complètement altruiste, ça permet aussi de gagner en notoriété, recruter, enfin voilà, ça a un intérêt aussi. Comment tu contribues à ça et du coup t'aides les autres à avancer, notamment pour nous sur des sujets de standardisation, benchmark, mettre des standards, etc. Et comment tu gardes, on va dire, le cœur du réacteur qui est ton gagne-pain, bah, protégé, en gros. Oui, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, la réponse, elle est grise, quoi. Elle est ni tout noir, ni tout blanc, quoi. Il y a un juste milieu à trouver entre ce qui peut être utile aux autres. Et puis, en effet, vous n'êtes pas une association, une fondation, donc forcément, il y a des questions économiques qui rentrent en jeu et tout ouvrir, ça peut aussi mettre en péril ça. Donc, c'est sûr que c'est un sujet. Bah, d'autant que nous, en tout cas, on est sur une entreprise dont le modèle est basé sur la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on boulot, ensuite, une fois qu'on a trouvé la recette pour un matériau, c'est de vendre, on le brevette, et ensuite on vend des licences. Enfin, c'est un de nos modèles économiques, c'est de vendre des licences à des acteurs qui ensuite vont utiliser ces recettes. Donc, le pire qui puisse arriver, c'est de pas trouver de matériaux ou de trouver des matériaux dont tout le monde se fiche. Mais le deuxième pire qui puisse arriver, c'est de trouver un super matériau et qu'en fait, ta techno a fuité. Et tu vois, le but, c'est de réduire les dépendances par rapport à des pays tierces si c'est pour, en fait, ouvrir... Enfin, tu vois, si t'es sur un sujet d'autonomie ou de dérisquer ta supply chain, si d'un seul coup, tout se retrouve disponible pour tout le monde, tu perds ton avantage concurrentiel, quoi. Et justement, là, tu parlais un peu de dérisquer les chaînes d'approvisionnement. On parle beaucoup en ce moment et encore plus depuis l'arrivée de Trump aux États-Unis, mais de cette question un peu de l'autonomie stratégique de l'Europe, de la France, sur le sujet un petit peu des matériaux, des minerais, des matériaux critiques sur lesquels vous travaillez. Toi, si tu avais des conseils un petit peu à donner, 2-3 conseils à donner à ces décideurs politiques industriels qui voudraient justement repenser un petit peu leur supply chain
en matière de minerais et peut-être utiliser l'IA comme levier pour réduire ses dépendances. Ce serait quoi tes conseils? Alors, c'est pas forcément les mêmes entre des acteurs étatiques et des acteurs privés, mais tu vois, les leviers d'action qui te semblent les plus prioritaires et les plus efficaces, ce serait lesquels pour toi? Alors déjà, ça commence par vraiment faire un mapping clair du problème et de pas tout. Alors, j'ai pas du tout envie de me positionner politiquement sur est-ce qu'on surrégule, est-ce qu'on surrégule pas en Europe. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de parler que de l'Europe. Nous, il se trouve qu'on est une entreprise française, mais nos équipes sont pas spécialement plus françaises que grecques, britanniques ou autres. Et on opère dans le monde. Enfin, on a des clients dans le monde entier. On n'a pas que des clients européens. Mais comment dire, la tendance européenne, souvent en réponse à, par exemple, ah bah tiens, aujourd'hui on est dépendant sur tout un tas de matériaux, on est dépendant d'importation, donc on va réguler en disant, donc typiquement il y a une directive qui s'appelle le Critical Raw Materials Act, CRMA, qui dit que l'Europe, enfin les pays européens, n'ont pas le droit d'être dépendants à plus de, je crois que c'est 2/3 de leurs importations pour des matériaux cités, pas plus de 2/3 auprès d'un seul pays tierce hors Union européenne. Et ça, enfin, c'est bien joli, mais en réalité, c'est pas du tout applicable en l'état sur tout un tas de matériaux. Et en fait, ça prend. Et donc, enfin, comment dire, on résout pas les problèmes en interdisant, quoi. Ça peut être une manière de faire de la politique, ça peut être une manière de discuter avec des partenaires commerciaux, ça peut être une manière de réveiller un peu les consciences ou autres, et de chercher des alternatives, mais en tout cas, c'est pas la réponse. Donc, moi, je dirais qu'il faut pas faire d'angélisme, il faut pas être naïf, il faut explorer, déjà, il faut faire un état des lieux qui est clair, il faut arrêter d'agiter un petit peu on va dire, des drapeaux qui n'existent pas en disant oui, on va miner en France. Non, on va pas miner en France, on va pas aller extraire des terres rares en France, c'est très peu crédible, et en tout cas qu'on arrive à le faire dans des quantités telles, à un niveau à une viabilité économique telle que ça résout vraiment les problèmes. Idem en Europe, honnêtement. En fait, il faut mener, c'est ce que je disais un petit peu au début, il faut mener plusieurs stratégies en parallèle. Pareil, le recyclage, ça suffit pas. Alors on peut avoir des super discours de recyclage, mais c'est simpliste de dire que la solution est dans le recyclage. En revanche, oui, le recyclage doit faire partie des différentes solutions envisagées. Les partenariats commerciaux doivent faire partie des solutions envisagées, mais ça peut pas être la seule chose. Et la substitution, la recherche de substitution en utilisant notamment l'IA, doit faire partie des choses à valoriser. Et voilà, les acteurs, on va dire, politiques, les décideurs politiques, bah moi, mon message, c'est de dire, encouragez l'émergence de ces technologies, investissez dedans, auprès de vos services, utilisez-les. Enfin, c'est un enjeu de souveraineté, quoi, qui est hyper important. Et d'une manière générale, pour ce sujet comme pour d'autres, il faut se préparer, enfin, espérer le meilleur et se préparer au pire. Et justement, par rapport à ça, en termes de stratégie, mais en tout cas, enfin, la tendance, j'ai l'impression qu'on observe, que ça soit sur ces minerais-là, sur les produits pétroliers, le gaz, c'est une augmentation de la demande et une stagnation, voire une diminution des ressources. Comment vous anticipez ça potentiellement demain? On peut pas répondre à tout, et est-ce que il faut anticiper ou promouvoir une certaine frugalité et prioriser, je crois que c'est Jean-Marc Jancovici qui dit ça, prioriser les renoncements, se dire bah voilà, en fait il y a des besoins qui sont prioritaires sur d'autres, enfin comment on gère ça? Alors après, moi, je suis pas politique, donc j'ai pas de programme par rapport à ça. Ce que je constate d'un point de vue purement froid et rationnel, c'est que quand la demande est supérieure à l'offre, à un moment, on est un peu obligé de réfléchir à comment on traite ce sujet-là. Donc, enfin, ce dont il faut quand même avoir conscience, c'est qu'en fait, encore une fois, en termes de substitution, il y a aujourd'hui des éléments dont on dispose qui sont extrêmement abondants et dont on ne sait pas quoi faire. Donc, si on arrive à trouver une utilité à ces matériaux-là, ça résout quand même une bonne partie du sujet, quoi. Après, enfin voilà, en fait, quelque part, c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi, parce que de dire on a besoin de technologies propres pour être plus sobre, pour utiliser moins d'énergie, etc. Fine. Sauf que comme ces technologies sont souvent gourmandes en métaux critiques et matériaux critiques en général, en fait, on retombe un petit peu sur nos pattes, quoi. De toute manière, il faut quand même qu'on réfléchisse à ces sujets-là. Enfin, après, moi, c'est pas mon rôle de dire
il faut, enfin, et puis même, on vit pas en vase clos, quoi. Si l'Europe ou la France dit, bah tiens, on a un objectif pour les véhicules électriques, plus de moteurs thermiques en 2030, et puis finalement on dit on revient en arrière, on dit bah finalement les moteurs électriques c'est trop gourmand en terres rares, donc on va revenir en arrière, on va autoriser les moteurs thermiques. Est-ce qu'on a vraiment progressé dans le schmilblick? J'en sais rien. Est-ce que ça change vraiment la demande au niveau mondial? Pas forcément. Donc pour moi, enfin c'est aussi une histoire de réalisme, quoi. C'est-à-dire, moi je trouve ça très bien qu'il y ait des incitations politiques à la sobriété et enfin voilà, à la priorisation. Je trouve ça très bien, mais je pense que ça reste comment dire, des incentives, quoi. C'est la carotte ou le bâton. Là, en l'occurrence, on dit, bah voilà, on va plutôt on va essayer de favoriser tel ou tel usage. N'empêche que il y a quand même une demande sous-jacente qui n'existe pas pour rien et que même pour des sujets écologiques, en fait, on a quand même besoin de ces matériaux-là. On arrive sur la fin de notre échange. J'avais une dernière question pour toi, un peu plus peut-être prospective, mais si je te proposais de te projeter un petit peu avec ton regard d'entrepreneur dans ce domaine-là sur les 10-20 prochaines années, comment t'imagines l'évolution du secteur des matériaux et notamment des matériaux critiques sur lesquels tu travailles sous l'effet de l'IA ou toutes ces technologies? Comment ça peut faire évoluer les choses selon toi? En gros, l'avenir sur ce sujet des matériaux, c'est qu'on évalue, mais on parle de, voilà, on se projette en décennies, 10-20 ans, c'est qu'en fait, on évolue vers un monde qu'on appelle dans le secteur designer matérial. C'est-à-dire, en fait, au lieu d'avoir une sorte de super standardisation où tout le monde utilise, si on prend l'exemple d'Internet, avant Internet, en général, les choses qui étaient mass market, c'était assez standardisé, tout le monde utilisait la même chose. Et aujourd'hui, on a réussi à faire baisser les coûts de sorte à ce qu'on puisse personnaliser tout un tas de services ou tout un tas de produits de manière économiquement viable, où on arrive à servir des grands pans de population de manière un petit peu personnalisée. Aujourd'hui, tout le monde utilise les mêmes aimants permanents, tout le monde utilise les mêmes matériaux piézoélectriques, tout le monde utilise les mêmes batteries, etc. Et à l'avenir, enfin en tout cas les mêmes matériaux dans ces outils-là. Et à l'avenir, ce qui semble émerger, c'est que on va aller vers, et pareil en médecine par exemple. Aujourd'hui, tout le monde prend du Doliprane ou de l'aspirine quand ils ont mal à la tête. Demain, j'ai mal au ventre, je prends un Gaviscon. Demain, on peut imaginer des médicaments qui vont traiter les gens différemment en fonction de leur génome, de leur microbiote, etc. Et ben pour les matériaux, c'est pareil. On peut imaginer que j'ai une application, et ben j'ai un matériau spécifique que je vais pouvoir créer pour cette application. Ça, c'est l'idée générale. Alors, il faut qu'on arrive à le faire de manière économiquement viable, mais c'est l'idée générale. Donc, moins de standardisation. Après, ça va prendre quand même un peu de temps, mais il y a des gains de productivité énormes à aller chercher. Entre-temps, il va y avoir en fait une sorte de zone grise, quoi, où en fait on va avoir de plus en plus d'alternatives. Enfin, ma vision, c'est qu'il y aura de plus en plus d'alternatives qui vont émerger, qui sont mieux, plus vertueuses, plus efficaces, plus adaptées, plus locales que les standards qu'aujourd'hui les gens utilisent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ça, nous, plein de fois, on parle à des acteurs industriels qui nous disent on utilise ce matériau pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on n'a pas le choix. C'est le seul aujourd'hui qui est capable de répondre à notre besoin. On utilise 20% de ses capacités et on paye pour 100%, alors qu'on aimerait bien avoir un truc beaucoup plus adapté. Et ça, il y a plein de cas comme ça, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est comme ça que je vois le marché. Et après, en ce qui concerne les acteurs, c'est inévitable, à mon sens, que les acteurs aujourd'hui qui produisent des matériaux et qui les cherchent et qui les produisent vont passer d'acteurs purement industriels, avec de la R&D un peu classique et des industries lourdes, ça va devenir des acteurs qui vont devoir investir lourdement. Pour certains, ils ont déjà commencé dans l'IA et ça va devenir des acteurs dont une grosse partie de l'activité sera du software, en fait, de l'informatique. Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir répondu à mes questions et j'espère à bientôt. Avec plaisir, merci. À bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.